Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle loi sociétale qui propose un droit à mourir, comme il l'appelle, à la société. Et pour cela, pour discuter peut-être d'un point de vue un petit peu différent de ce qu'on a entendu dans les médias mainstream, j'ai proposé à Monsieur Frédéric Douai de nous rejoindre. C'est un professeur en droit fiscal à l'Université Rouen-Normandie. Il est aussi membre de la commission des infractions fiscales, attention, et auteur de nombreux ouvrages. Vous sortez d'ailleurs, il me semble, votre premier roman Oui, bientôt. bientôt. Et Chez les impliqués éditeurs. parfait, félicitations. Et vous Oui. êtes aussi auteur de nombreux articles. Alors vous êtes souvent dans Le Figaro et dans Les Échos notamment. Donc bonjour Frédéric. Bonjour Béatrice. Merci d'être là. Alors récemment, vous avez donc déjà pour situer un petit peu le débat, le 27 mai 2025, 305 députés contre 199 ont adopté la proposition de loi créant une aide au droit à mourir, un droit à l'aide à mourir. Donc c'est un vrai changement sociétal. Évidemment, la loi définitive n'est pas adoptée, ça doit aller au Sénat, ça doit continuer le cheminement démocratique, comme c'est appelé. Mais vous avez écrit un édito, un article, une tribune dans le Figaro Vox, il me Oui, semble, le lendemain. la semaine dernière, oui. Voilà, le lendemain, le 28 mai. Et malheureusement, c'était réservé aux abonnés. Et je trouvais important de vous entendre et de toucher peut-être un public plus large que les abonnés uniquement du Figaro sur votre point de vue. Et votre article était intitulé, ce qui était assez intéressant, Droit à l'aide à mourir, j'irai économiser sur vos tombes. Donc, on comprend tout de suite le ton. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a incité à écrire cette tribune. Ce qui m'a incité à écrire cette tribune, c'est que ce qui m'a surpris au moment des débats, c'est que finalement, il n'y a pas eu d'étude d'impact. En tout cas, officiellement, on ne sait pas quel va être l'impact pour les caisses en fait de l'État, et enfin très largement de l'État. Et c'est quelque chose qui m'a surpris. Alors, il y a une autre chose qui m'a surprise, mais dans un autre registre, c'est que d'après ce que j'ai vu, je crois que l'immense majorité des soignants est contre cette loi. Et j'ai été également surpris qu'on ne les interroge pas, parce que c'est bien gentil, nous, ce que l'on raconte, parce qu'on voit ça d'un point de vue finalement très théorique et détaché, on n'est pas au chevet des patients. Et je ne comprends pas pourquoi le législateur n'a pas auditionné concrètement les soignants, à la fois ceux pour et contre, même s'il y a une immense majorité, a priori plutôt contre, pour voir pour entendre au moins ce que ces gens-là vont dire. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'aspect économique, parce que je me suis dit, c'est quand même le coût de la vie. On dit que alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu des études là-dessus disant que finalement, le coût que représentent les soins pour une personne durant sa dernière année de vie, eh bien, ça équivaudrait à l'ensemble des coûts pour l'ensemble de sa vie. Donc, finalement, c'est quelque chose de considérable. Et je me suis dit, derrière cette loi, il y a quand même un aspect économique qui est important. Et donc, pourquoi est-ce que personne n'a parlé de cet aspect-là et pourquoi personne ne s'est intéressé à cet aspect économique? Je suis assez d'accord avec vous. Les débats dans les médias dits mainstream ont été un petit peu tronqués. On a vu beaucoup de témoignages. Alors évidemment, tous les cas existent. Évidemment, il y a tous les cas de figure qui existent et il faut respecter toutes les opinions, tous les témoignages. On ne peut pas émettre un jugement sur le vécu de quelqu'un, surtout dans des situations comme ça, que ce soit un accompagnant, quelqu'un de la famille ou une personne qui est dans un cas qui voudrait ou ne voudrait pas ce droit à l'aide à mourir. Donc on n'est pas du tout là aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, dans le jugement des témoignages. C'est vraiment important, je pense, de le dire. Mais d'un point de vue sociétal et d'un point de vue à grande échelle, parce que c'est une loi qui va concerner finalement 68 millions de Français potentiellement, c'est quand même important d'introduire tous les points de débat possibles pour que ce vote soit fait vraiment avec un choix libre et éclairé. Et je trouvais vraiment que votre tribune était très intéressante parce qu'effectivement, ça soulève le point de vue non seulement économique, mais aussi le point de vue des soignants. Et c'est vrai qu'on a eu
le discours de Philippe Juvin, qui est donc soignant et député. Et donc, il a fait un discours assez poignant, en tout cas, qui m'a beaucoup touchée. Et je sais que beaucoup de gens en commentaire vont me dire oui, mais Philippe Juvin, durant la crise sanitaire, et je suis entièrement d'accord. J'étais pas du tout d'accord avec ses positions pendant la crise sanitaire, mais vraiment sur ce sujet-là, je trouve qu'il a fait un discours extrêmement poignant et que j'invite tout le monde à aller regarder. Je Ouais, mettrai le lien je dans suis, la description. je suis d'accord avec vous. Je pense que vraiment Philippe Juvin, durant les débats, il a été remarquable du début jusqu'à la fin. Après, effectivement, on ne fait jamais l'unanimité. Il y a peut-être des gens parmi les votés et spectateurs qui ont des choses à lui reprocher. Mais en tout cas, durant cette loi, il a vraiment été, selon moi, parfait du début jusqu'à la fin. Et c'est important Oui. de le souligner. Et vraiment, il faut, excusez-moi, il faut regarder vraiment son discours à l'Assemblée nationale parce que je pense qu'il a vraiment résumé d'une façon très modérée, très humaine, toutes les problématiques qui accompagnent en fait l'adoption de cette loi. Et donc, c'est très intéressant. Alors, pour préparer cette émission, vous m'avez envoyé un rapport qui a été fait par le think tank qui s'appelle Fondapol. Et je dois préciser pour que les gens se situent un petit peu parce que tout le monde ne connaît pas et moi-même je ne connaissais pas et j'ai dû aller regarder ce que c'était comme think tank. C'est un think tank qui est progressiste, libéral et européen et donc on s'attendrait a priori à ce que ce think tank soit plutôt pour cette loi de façon biaisée et peut-être même aveugle, alors qu'ils ont fait un rapport que vous m'avez envoyé, peut-être que vous pouvez un petit peu décrire ou développer. Oui. Oui, alors lorsque je me suis intéressé à cette question, effectivement, j'ai eu un problème en me disant, bah oui, ça va avoir un coût, mais d'un côté et puis une économie de l'autre, mais comment chiffrer ça? J'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet, hein, quasiment rien du tout, sauf effectivement ce rapport de janvier 2025 du Fondapol, donc c'est la Fondation pour l'innovation politique, qui est bien fait, qui a été rédigé par Yves-Marie Doublé et Pascal Favre, la seconde étant médecin, le premier, je crois, enfin, c'est même sûr, est docteur en droit. Et donc, ils ont effectué des projections pour essayer de chiffrer le coût, enfin l'économie plutôt pour les caisses de la sécurité sociale. Alors, c'est un peu technique, mais ils sont partis en fait d'un rapport de 2017 de l'inspection générale des affaires sociales qui chiffrait le coût de la dernière année de vie à 26 000 euros par an. Ils ont actualisé ce chiffre en fonction de l'inflation, donc on arrive actuellement à 30 000 euros par an. Et ensuite, ils ont fait une projection, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais au moins elle a le mérite d'exister par rapport à ce qui se passe au Québec, parce qu'au Québec, il y a une étude un peu plus approfondie qui a été effectuée. Et d'après les calculs qu'ils ont effectués, au niveau de la France, ça représenterait environ, c'est quand même assez énorme, hein, 46 000 euthanasies par an, ça ferait quand même 177 par jour. Et donc, si vous multipliez 46 000 euthanasies par an par 30 000 euros, ben, on arrive en gros à 1,4 milliard d'euros. Donc, ça serait l'économie, si vous voulez, réalisée. Et ça, malheureusement, personne n'en a parlé durant les débats. Donc, ça, derrière, vous voyez, ces chiffres, parce qu'il faut quand même se rendre compte de quoi on parle. Là, on parle d'euthanasie. Hein, on n'est pas en train de compter des carottes et des boîtes de conserve. On parle de vies humaines et du coût que ça représente. Donc, ça me semble quand même très, très important. Et je suis vraiment très surpris que ça n'ait pas été abordé durant les débats parlementaires. Et puis, derrière tout ça, bah, ça renvoie aussi également à la conception qu'on a de l'homme et de la nature humaine, mais ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, donc, d'après cette étude, l'économie réalisée, ça serait environ 1,4 milliard par an. Alors oui, et je voudrais préciser que donc les études qu'on peut faire se basent sur les pays qui ont déjà légalisé ce droit, dont le Canada qui a légalisé l'euthanasie, parce que bon, au bout d'un moment, il faut appeler les choses par leur nom, c'est de l'euthanasie. Après, on peut être pour, on peut être contre. C'est pas tellement même pour ou contre, c'est dans quelles conditions, avec quels critères et pour quelle personne et pour quelle cible entre guillemets. Donc l'euthanasie au Canada a été légalisée en 2016 et à la base, ce que ce rapport dit, c'est que les premières années, le Canada imposait sur des rapports de donner l'étude d'impact, justement, de donner, de chiffrer ce que ça impactait comme budget financièrement et malheureusement, ces études d'impact économique ont été arrêtées en 2020.
Donc, on sent qu'il y a quand même une gêne. Bien C'est sûr. quand même, il y a un tabou, il y a une gêne par rapport à ça. On veut légaliser, on veut d'une certaine façon banaliser l'idée. En tout cas pour certaines personnes, mais en même temps, on sent qu'il y a un vrai tabou puisque voilà, on veut surtout pas aborder ce sujet et c'est ça. Enfin moi, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que c'est évidemment volontaire parce qu'il y a une gêne. Ils n'ont pas tout d'un coup oublié de parler de ce budget et de cette étude d'impact vu qu'ils parlent de chiffrage de mesures sur toutes les lois qu'ils votent. Donc pourquoi ne pas parler de ça sur ce sujet? Et effectivement, il faut préciser aussi qu'au Canada, puisque c'est encore dans le rapport que vous m'avez envoyé, et vraiment je vous en remercie parce que c'était très instructif, il faut préciser que en 2015, donc avant la légalisation de l'euthanasie, le Canada était au 11e rang pour la prise en charge qualitative des décès et qu'après cette loi passée en 2016, le Canada est tombé au 22e rang de ces mêmes critères, donc de la prise en charge qualitative des décès, en 2021. C'est-à-dire qu'en 5 ans, ils ont perdu 11 places de la prise en charge qualitative, ce qui me semble énorme et ce qui montre quand même, alors je ne sais pas quel est le niveau de corrélation entre les deux, mais ça me semble quand même assez évident qu'il y ait une corrélation. Et donc, ça veut dire que la prise en charge est moins qualitative à partir du moment où on vote la légalisation de l'euthanasie qu'avant. Donc, c'est quand même un problème. Oui, c'est gênant. C'est très gênant. C'est C'est gênant. Et puis, ce qui ressort du rapport, mais les gens qui nous regardent iront voir ce rapport de Fondapol qui est effectivement bien fait. C'est que moi, ce que je comprends en lisant ce rapport, c'est que j'ai pas en fait d'avis tranché sur la question sur le droit à mourir. Parce que comme vous le disiez justement, Béatrice, c'est quelque chose d'extrêmement intime. C'est personnel. Bon. C'est personnel, mais à condition que ça soit éclairé. Et moi, ce qui m'a choqué en lisant le rapport, surtout à la fin du rapport, les gens qui nous écoutent encore une fois iront le voir, c'est qu'ils disent que les personnes qui ont recours à l'euthanasie, parmi ceux-là, sont surreprésentés les gens qui sont en situation précaire. Alors, précarité intellectuelle, précarité financière, etc. Et donc, à partir du moment où on est dans une situation précaire, est-ce qu'on peut dire que le consentement est toujours éclairé? Et c'est ça le débat pour moi. C'est exactement le discours de Philippe Juvin et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est vrai que les gens en situation, comme vous l'avez dit, dans ce rapport, c'est très bien expliqué. Il y a tous les chiffres, donc vraiment, je mettrai Il faut mettre le lien, il faut que les gens le lien, absolument, il faut que les gens aillent le lire parce que ça aide à se faire une idée. Et encore une fois, on n'est pas là pour juger, c'est bien, c'est pas bien. On est là pour justement essayer de faire en sorte que cette loi, si elle doit passer, soit le plus encadrée possible et éviter au maximum les dérives. Et il semble que dans les pays qui ont déjà légalisé l'euthanasie, il y a des dérives parce que ça commence toujours avec un encadrement très strict dans tous les pays où ça a été fait. Et puis petit à petit, on élargit. Et je voulais juste appuyer sur un petit point, mettre en lumière un point. À la base, on pense, quand on pense à cette loi, on se dit ça concerne des gens qui ont un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Alors déjà, le rapport Fondapol dit que c'est déjà cliniquement indéterminable, donc c'est déjà relativement flou d'un point de vue médical apparemment, mais que là, la loi qui a été validée, enfin en tout cas adoptée à l'Assemblée nationale, concerne des gens qui sont en phase avancée ou terminale, ce qui est encore plus flou et ce qui est encore plus complexe à déterminer. Et le danger, c'est que ça puisse concerner des gens qui sont en affection longue durée. Donc ça, c'est 20% de la population.
c'est absolument énorme parce qu'on est 68 millions, donc 20% de 68 millions, ça concerne énormément de gens parce que par définition, d'être en ALD, c'est des gens qui ont des pathologies qui sont incurables et parfois très pénibles. Et il y a aussi ce concept de mourir dans la dignité. Qu'est-ce que ça veut dire mourir dans la dignité? Est-ce que parce qu'on est incontinent, on n'est plus digne? Enfin, est-ce que vous voyez, et ça concerne aussi les personnes atteintes de handicap, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement problématique de ne pas mieux définir cela. Et vraiment, j'avais envie que vous nous parliez de votre tribune, qu'il faut aller lire. Encore une fois, je mettrai le lien de votre tribune, du rapport en description, mais je conseille à tout le monde d'aller lire ça parce que ce qu'on apprend sur les Pays-Bas, où il y a des gens qui demandent l'euthanasie pour des cas de vie accomplie, c'est-à-dire des personnes âgées sans maladie grave qui considèrent juste que voilà que leur vie a été accomplie. Donc ça pose vraiment un problème de fond sur cette loi. Et le délit d'entrave également, je ne sais pas si d'un point de vue du droit, vous voulez nous en parler. Non, c'est pas trop ma spécialité. Moi, je suis plus sur la fiscalité, tout ce qui est finance. Mais oui, effectivement, ça pose des questions, c'est clair. Surtout qu'il n'y a pas de délit d'incitation à l'euthanasie. Donc, on sent les dérives possibles avec toutes les familles ne sont pas idylliques et en bon terme. Il peut y avoir des pressions familiales, des pressions de l'entourage, des pressions de certaines personnes mal intentionnées. Donc, ça pose quand même problème de ne pas avoir un délit d'incitation, mais d'avoir un délit d'entrave où des personnes qui peuvent vouloir dissuader quelqu'un parce qu'ils les aiment et qu'ils n'ont pas envie de les voir partir, se retrouvent avec potentiellement 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. En tout cas, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a profondément choquée. Oui, moi aussi, parce que c'est vrai qu'on peut tout imaginer, surtout le pire. Donc, effectivement, cet aspect pénal, moi aussi, m'a fortement surpris. Désagréablement, bien évidemment. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre tribune, par rapport au rapport Fondapol que vous m'avez envoyé? Non, je pense qu'on a fait le tour et que les gens ont une vision maintenant assez synthétique de la question. Et puis derrière, je vous dis, ça renvoie aussi à la conception qu'on se fait de l'homme, hein, au sens général du terme, parce que c'est quand même on a l'impression que c'est une société dans laquelle dès qu'on parle des aspects économiques du droit mourir, finalement, ça serait une société dans laquelle la valeur cardinale, ça serait le consumérisme. Ce qui voudrait dire finalement que l'homme que tout pourrait se marchandiser, y compris l'homme lui-même, la preuve. Hein. Vous vous rappelez ce qu'avait dit Pierre Berger à l'époque, hein, pour une femme, quelle différence entre louer son ventre et travailler à l'usine. Bon, je partage pas cet avis. Après, chacun se fait sa propre opinion, mais vous voyez, derrière ces aspects économiques, il y a quand même aussi une vision de la société qui est importante. Oui, une vision de la société et une vision de l'homme, absolument. Et j'ai découvert d'ailleurs que Fondapol a toute une section dans son site internet. Il travaille beaucoup sur ce qu'ils appellent l'anthropotechnie, c'est-à-dire toutes ces nouvelles technologies qui impactent l'homme, que ce soit sur la génétique, sur la neurologie. Enfin, c'est assez intéressant en fait, en tout cas à lire, qu'on soit d'accord ou pas. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue différents et un pluralisme d'idées et d'informations. Donc, je conseille à tout le monde d'aller voir ça. En tout cas, je vous remercie vraiment infiniment. Il y a aussi le médecin Gérald Kierziak, qui est un médecin qui est assez médiatisé, mais qu'on a peu entendu, malheureusement, dans les débats, comme vous le disiez, on a peu entendu les soignants, et pourtant ça, ce sont des soignants qui sont très médiatisés. On les avait beaucoup entendus pendant la crise sanitaire, on voyait que sur tous les plateaux télé, il y avait tous les médecins de plateau qui étaient très prompts à donner leur avis, même quand ils étaient généralistes ou urologues. Mais là, tout d'un coup, dans quelque chose qui les concerne réellement, c'est-à-dire le soin promulgué à des patients, on les a pas fait venir et c'est vraiment regrettable. Et je vous remercie d'avoir écrit cette tribune et d'avoir mis à l'ordre du jour, en tout cas, ce sujet. Et j'espère à bientôt, peut-être pour d'autres sujets de société. Béatrice. Au revoir. Voilà.
Je vous remercie, à bientôt. Et je vais essayer de faire un montage à la fin de cette vidéo et de vous mettre une partie, en tout cas, du discours de Philippe Juvin à l'Assemblée nationale, parce que je pense vraiment que c'est très important, il est très humain et assez complet sur la question. En tout cas, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt pour un autre sujet, très rapidement. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, aujourd'hui, chacun des députés républicains se prononcera librement et en conscience sur cette loi. Mais chacun doit savoir précisément ce qu'il va voter. Je l'ai déjà dit ici, j'aurais sans doute voté pour un geste létal transgressif dans une situation exceptionnelle, singulière, ultime et en conscience. Mais cette loi, ce n'est pas ça. Cette loi concernera aussi des personnes avec plusieurs années à vivre, dont la souffrance viendra de la maladie, mais également du sentiment d'être un trop lourd fardeau. On nous dit c'est une loi de fin de vie, c'est faux. Avec les critères, y compris avec une maladie terminale ou avancée, on peut vivre des années. On nous dit ces critères sont stricts, c'est faux. Un délai de réflexion de 2 jours, non, ce n'est pas strict ni raisonnable. 2 jours. Qui, parmi vous, n'a jamais voulu mourir un jour et vivre 2 jours après? On nous dit collégialité. Collégialité. Mais le patient pourra n'avoir physiquement rencontré qu'un seul médecin durant toute la procédure. Et ce médecin décidera seul, sans avis systématique d'un psychiatre. Le consentement libre et éclairé? Mais le consentement est-il libre et éclairé vraiment quand on est déficient mental, autiste, bipolaire, en prison ou sous tutelle? Nous voulions exclure ces patients de principe. Or, s'ils remplissent les critères, ils seront concernés. Un adulte sous tutelle, mes chers collègues, qui n'a pas le droit de signer un chèque, aurait donc le droit de demander l'euthanasie. Et les risques de pression de l'entourage sur un patient fragilisé, affaibli, oui, les abus de faiblesse, ça existe. La sécurité, ça aurait été par exemple qu'un juge contrôle le respect des droits du malade et son consentement. À la place, un délit d'entrave, l'impossibilité pour la famille et du médecin traitant de faire appel et une commission de contrôle qui contrôlera que tout s'est bien passé selon les règles, la belle affaire, après la mort. On nous dit c'est une loi de liberté, mais est-ce qu'on est libre quand on est dépressif? Les psychiatres savent que non. Est-ce qu'on est libre de ses choix quand on est pauvre et qu'on ne peut pas se payer les médicaments non remboursés et les aides humaines et matérielles? Est-ce qu'on est libre quand on est grabataire, qu'on baigne dans sa sueur, ses urines, ses selles, et que l'infirmière ne passe qu'une fois par jour? Oui, la fin de vie est plus pénible quand on est pauvre et seul que quand on est riche et entouré, et que l'infirmière peut vous changer 24/24. Et oui, ça peut donner des envies de mort. Vous dites, on ne forcera personne, c'est vrai, mais quand on est pauvre et seul, la liberté de choix est faussée. Et je crains que ce texte ne pousse des personnes vulnérables vers la porte de sortie. On nous dit, c'est une loi de fraternité, mais la fraternité, c'est pas ça, c'est se préoccuper des autres. En soins palliatifs, 3% des patients veulent mourir. Après une semaine, ils ne sont plus que 0,3%. Pourquoi? En 7 jours, on a répondu à leurs besoins. La demande de mort disparaît quand on prend soin et qu'on aide à vivre. La fraternité, c'est de soulager. Or, avec des hôpitaux et une santé mentale en crise et la moitié des malades sans soins palliatifs, nous craignons des recours à l'euthanasie par défaut de soins. Pour preuve, il sera plus rapide d'obtenir l'euthanasie 2 à 17 jours qu'une consultation contre la douleur 2 à 9 mois. Et toutes ces personnes handicapées, ces éligibles quand ils répondent aux critères, qui doivent puiser une force de tous les instants pour vivre, quel message on leur envoie si un jour ils flanchent et n'y arrivent plus? On va t'aider à vivre? Non, on va t'aider à mourir. Vous ne voyez pas toute la violence de la proposition? Notre société, mes chers collègues, elle est fascinée par la performance. Certaines vies vaudraient d'être vécues pendant que d'autres, qualifiées d'indignes, ne le vaudraient pas. Cette loi, elle est faite par des gens bien portants, mais qui sont terrorisés à l'idée de perdre leur autonomie. Mais qui s'appliquera aux handicapés, aux pauvres et aux isolés. Pourquoi sinon au Canada, les handicapés représentent-ils à eux seuls un tiers des demandeurs?
On nous dit, les Français veulent cette loi. Mais évidemment, qui veut souffrir avant de mourir? Mais ce qu'ils veulent, c'est pas mourir, c'est ne pas souffrir. Ce que nous aurions dû voter, c'est du temps pour soigner, soulager, accompagner. Cette loi sur la fin de vie est floue, instable, sujette à extension, comme on l'a vu à l'étranger, et à interprétation. Elle n'est pas une loi de liberté. Elle abandonne les plus fragiles et leurs familles à toute une série de pressions. La vraie question, c'est quelle société voulions-nous? Une société du soin ou une société où la compassion se résumerait à fournir la mort sur demande? Au nom d'ailleurs de critères si peu stricts que certains déjà veulent les changer. Mes chers collègues, le débat qui est ouvert aujourd'hui devant vous, c'est d'abord un débat de conscience. Et le choix auquel chacun d'entre vous procédera l'engagera personnellement. Pour ma part, j'ai choisi. Je ne veux pas d'une société qui aide à mourir. Je veux une société qui aide à vivre et qui soigne. Je ne voterai pas cette loi sur l'aide à mourir. Je vous remercie, mon cher collègue.